C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cet accord de paix arraché dans une ambiance glaciale. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont entériné l'accord signé en juin dernier sous l'égide de Washington. En présence de Donald Trump, le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame n'ont pas échangé de regard ni de poignées de main. Nous serons à Washington, à Kigali et à Kinshasa dans ce journal. Et puis Donald Trump qui fait aussi parler de lui en Somalie. Il a qualifié les Somaliens vivant aux États-Unis de déchets et la Somalie de pays qui pue. Ces propos font écho à ses déclarations sur les pays africains lors de son premier mandat. Les réactions aux États-Unis et en Somalie se multiplient. Les détails à suivre. Et puis l'arrestation de Najib Chebbi, figure de l'opposition en Tunisie. Il a été interpellé ce jeudi après sa condamnation en appel à 12 ans de prison la semaine dernière. Dans le même temps, la centrale syndicale UGTT qui a manifesté menace d'une grève générale. Les détails à la fin de ce journal. Le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont à peine échangé un regard, assis côte à côte pour entériner l'accord de paix signé en juin. Les deux hommes ont soigneusement évité de se parler. C'est donc dans une ambiance glaciale que l'accord a été paraphé par les deux hommes en présence de Donald Trump. Les deux chefs d'État ne se sont même pas serré la main. Sonia Dridi, notre correspondante à Washington, revient sur cette signature. Pas de poignée de main, pas d'accolade. Pour les observateurs présents dans la salle, la tension vraiment se ressentait. Après la signature de l'accord, chacun des dirigeants a signé, a serré la main de Donald Trump et ensuite tous les trois ont posé pour une photo. Mais on a senti que les présidents rwandais et congolais s'évitaient soigneusement. Alors Donald Trump, pourtant, quelques minutes plus tôt, avait assuré qu'en coulisses, il avait discuté avec les deux dirigeants et qu'ils s'entendaient très bien. Donald Trump qui a évidemment vanté ses efforts pour enfin arriver à un accord, les accords de Washington, comme il les a nommés. Paul Kagame a lui exprimé des remerciements appuyés aux dirigeants du Qatar qui étaient présents dans la salle et également au président américain. Évidemment, il a dit que personne ne demandait au président Trump de se saisir de cette tâche, mais donc qu'il l'avait fait et qu'il avait vraiment aidé à enfin arriver à cet accord. Le président congolais a lui parlé de tournant. Alors toutefois, juste à la fin de la signature, quand les dirigeants africains et Donald Trump s'apprêtaient à quitter la salle, une journaliste a demandé au président américain quand est-ce qu'on pouvait vraiment s'attendre à l'arrêt des combats, à la paix, parce que ce n'était toujours pas le cas. Et Donald Trump a répondu de manière évasive en disant que selon lui, la paix arriverait bientôt. Alors Sonia, les États-Unis y trouvent également leur intérêt avec notamment un accord sur les minerais. Oui, Donald Trump d'ailleurs a affiché ses objectifs assez ouvertement pendant son discours, puisqu'il a notamment déclaré « Nous allons envoyer certaines de nos plus grandes entreprises dans les deux pays. Tout le monde va faire beaucoup d'argent. » Cet accord va en effet permettre aux entreprises américaines de s'approvisionner en minerais critiques. Il va y avoir des investissements occidentaux dans la région, notamment qui est riche en minerais comme le tantal, l'or ou encore le cuivre. Donc cet accord, c'est pour la paix, mais aussi pour la prospérité. C'était vraiment l'un des objectifs des Américains. Et d'ailleurs, le texte, finalement, entérine une série d'initiatives qui sont assez détaillées dans le domaine minier. Kinshasa et Kigali envisagent notamment de créer des centres de tolling public-privé installés aux postes frontières ou dans des zones économiques spéciales. Et à Kinshasa, il y a une question qui prédomine. Cet accord de paix va-t-il être appliqué sur le terrain? Il intervient dans un climat de défiance profonde entre les deux chefs d'État, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, d'autant que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste extrêmement tendue. La correspondance d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Ces accords sont signés pour mettre fin au cycle de guerre dans l'est du Congo. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama. L'accord de paix de Washington est présenté comme définitif et porte beaucoup d'espoir. Mais selon les spécialistes, son application sur le terrain reste incertaine. Déjà parce que l'accord ne prévoit aucune contrainte. Seul un mécanisme de suivi sera chargé d'évaluer les avancées sur le terrain.
Autre limite, il ne mentionne pas l'AFC M23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda et qui contrôle les deux principales villes de l'Est congolais. L'AFC M23 a affirmé à plusieurs reprises ne pas être concerné par cet accord. Des négociations sont toujours en cours entre rebelles et autorités congolaises au Qatar. Enfin, des sources diplomatiques pointent le manque de confiance entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Les deux présidents s'accusent mutuellement de ne pas respecter les accords déjà signés. Selon ces mêmes sources, l'efficacité de l'accord de Washington dépendra donc de la volonté politique des deux parties et de l'engagement continu des États-Unis à en pousser sa mise en œuvre. Alors sur le terrain, des combats à l'arme lourde ont été signalés ces derniers jours, notamment à Kamanyola, dans la province du Sud Kivu. Et côté rwandais, l'entérinement de ce nouvel accord est accueilli avec optimisme. Le conflit en République démocratique du Congo est présenté par les autorités comme une menace existentielle à ses frontières. Le Rwanda salue également le volet économique de l'accord. Les précisions depuis Kigali de notre correspondante Juliette Monti. Cette signature a été décrite par Yolande Makolo, l'influente porte-parole du gouvernement, comme la meilleure chance de stabilité pour la région. Elle a salué la volonté d'ancrer cette paix dans une logique de coopération économique et surtout de s'attaquer aux racines du conflit, à savoir pour Kigali les FDLR, un groupe armé créé par d'anciens dirigeants hutus liés au génocide de 1994. Actifs dans l'est de la RDC, les FDLR sont perçus ici comme une menace pour la sécurité nationale. Alors pour le Rwanda, leur neutralisation est la condition à la levée des mesures défensives. Officiellement, des soldats postés à la frontière, bien que la RDC accuse Kigali d'avoir aussi déployé des hommes sur son territoire. Ces dispositions sont effectivement prévues par l'accord, mais tout ça intervient dans un contexte de profonde défiance. Encore récemment, le président Paul Kagame s'est montré sceptique quant à l'issue du processus, dont la réussite dépendrait, selon lui, de la capacité de Kinshasa à respecter ses engagements. On en vient aux propos de Donald Trump qui qualifie la Somalie de pays pourri. Ces déclarations ont suscité l'indignation à Mogadiscio, mais aussi parmi la communauté somalienne vivant aux États-Unis. Emily Boyle. La communauté somalienne aux États-Unis a été secouée par les propos dénigrants de Donald Trump cette semaine. Il a qualifié les immigrants somaliens de déchets et a directement pris pour cible la députée Ilhan Omar. Le président a toujours tenu des propos xénophobes et islamophobes à l'égard des personnes de confession musulmane ou des personnes noires. Nous l'avons vu qualifier les pays africains de pays de merde. Cela n'a donc rien de surprenant. Au Minnesota, les commentaires du président font peur. La police américaine de l'immigration aurait par ailleurs prévu une opération à grande échelle au sein de la communauté somalienne de l'État. À Minneapolis, beaucoup ont choisi de rester chez eux. La communauté somalienne est effrayée. Vous pouvez voir autour du centre commercial beaucoup de magasins vides, beaucoup de magasins fermés et aucune circulation piétonne. Les gens se cachent chez eux. À Mogadiscio, la capitale de la Somalie, les habitants sont indignés. C'est intolérable. Trump insulte les Somaliens plusieurs fois par jour, nous traite de déchets et d'autres insultes que nous ne pouvons plus tolérer. Les propos de Trump sont une offense flagrante envers les Somaliens. Ce n'est pas le langage que l'on attend d'un président. Les migrants somaliens ont commencé à arriver aux États-Unis dans les années 1990, après le déclenchement d'une guerre civile brutale. Aujourd'hui, le Minnesota compte environ 80 000 personnes d'origine somalienne. 58% d'entre eux sont nés aux États-Unis. En bref, au Burkina Faso, les autorités ont décidé de rétablir la peine de mort dans leur code pénal. Ce projet concerne certaines infractions comme la haute trahison, les actes de terrorisme, les actes d'espionnage. La peine de mort avait été abolie en 2018 sous le régime du président Roch-Marc Christian Kabouré. Cette énième arrestation en Tunisie, Ahmed Nejib Chebbi, figure de l'opposition, a été interpellé jeudi après sa condamnation en appel à 12 ans de prison la semaine dernière. Ahmed Nejib Chebbi, 81 ans, est l'un des opposants de gauche les plus célèbres du pays, Serine Bey.
Il n'était jamais le dernier à s'élever contre le pouvoir en place. Ahmed Nejib Chebi en paye le prix fort aujourd'hui. Cet opposant à Kaïs Saïed garde la tête froide malgré son arrestation. Je vais en prison à cet âge avancé. Rassuré parce que j'ai la conscience pure, je n'ai commis aucune erreur qui justifierait d'en répondre. Et je mérite encore moins d'être condamné pour terrorisme et complot contre la sécurité de l'État. Ahmed Nejib Chebi est une figure militante depuis les années 70. Âgé de 81 ans, il est aujourd'hui le président du Front du Salut National, la principale coalition de l'opposition. Il a été condamné la semaine dernière et il est loin d'être le seul. Lors d'un méga procès, une quarantaine d'opposants ont reçu des peines allant jusqu'à 45 ans de prison, accusés de complot contre la sûreté de l'État et d'adhésion à un groupe terroriste. Parmi eux, des hommes d'affaires, des journalistes ou encore des avocats. De nombreuses ONG déplorent un recul des droits et libertés en Tunisie depuis que Kaïs Saïed s'est octroyé les pleins pouvoirs en 2021. Après l'arrestation d'Ahmed Nejib Chebi, quasiment toute l'opposition tunisienne est désormais en prison ou en exil. 15 ans après la révolution, c'est comme si la dictature marquait officiellement son retour. La semaine dernière, après un vote, le Parlement européen a exhorté la Tunisie à libérer toutes les personnes détenues pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. En réponse, le président Kaïs Saïed a condamné un acte d'ingérence flagrant de l'Europe. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.